Bonsoir, il est 22h sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sen Radio. Bienvenue à vous dans ce journal. Sud FM, l'info, c'est ici. À la une de l'actualité, collision mortelle entre un camion et un bus de transport en commun survenu à la sortie du village de Nyongolor. Le bilan est lourd, 6 morts, 46 blessés recensés. Gorsar sera en direct avec nous dès le début de ce journal. Et puis le bureau du syndicat national des travailleurs du secteur du pétrole et du gaz décrète 72 heures de grève pour la reprise des négociations en vue de la signature de la nouvelle convention collective. Journée mondiale des talibés célébrée ce mardi. Environ 5330 enfants ont été retirés de la rue entre avril 2020 et novembre 2020. Les 350 retournés dans leur famille à l'occasion de cette journée. L'association d'orientation islamique et de mémorisation du Saint-Coran exige un assainissement du secteur, le recrutement des maîtres coraniques dans la fonction publique. Sud Nuit. Aïssatou Gueye-Ba. À la présentation, Pape Abdoulaye Dieye assure la mise en onde de ce journal. Merci de nous choisir pour vous informer. 6 morts, 46 blessés, c'est le bilan de l'accident survenu à la sortie du village de Nyongolor sur la RN1. Il s'agit d'une collision entre un camion et un bus de transport en commun en provenance de Bignona. N'est-ce pas, Gorsar? Bonsoir, Aïssatou. Un violent accident s'est produit ce mardi au 17h sur la route nationale à la sortie de Nyongolor dans la commune de Io. C'est un camion de marque Renault immatriculé TH6749K qui transportait du béton et qui est entré en collision avec un bus immatriculé SD0985 en provenance de Bignona. Ce camion voulait éviter un âne et c'est à ce moment qu'il a quitté sa ligne. Le bilan fait état de 6 morts et 46 blessés, dont 7 dans un état grave. Parmi ces cas critiques, 3 sont d'ailleurs en réanimation au centre. Toutes nos excuses pour la qualité. Donc un accident qui s'est produit sur la route à la sortie du village de Nyongolor sur la RN1. Le bilan 6 morts, 45 blessés, dont 7 dans un état grave. Il s'agit d'une collision entre un camion et un bus de transport en commun en provenance de Bignona. Nous y reviendrons certainement dans nos prochaines éditions. Sud FM vous transporte partout dans le Sénégal. Le ministre de la Santé a procédé ce matin à la pose de la première pierre pour l'unité de procréation médicalement assistée et l'unité de greffe moelle osseuse à l'hôpital Dalal Jamm de Guédiawaye pour un coût de 1,5 milliard. Les travaux vont durer 12 mois. Ces centres vont réduire les transferts de malades à l'extérieur, trop coûteux pour les populations. Écoutons Abdoulaye Diouf Sarr. Ces importants projets d'un coût de 1,5 milliard de francs CFA et dont la durée des travaux est fixée à 12 mois relèvent de la volonté de son Excellence Monsieur le Président de la République Macky Sall de renforcer le plateau technique de nos structures sanitaires à travers la réalisation d'infrastructures de qualité et l'acquisition d'équipements modernes, sans oublier les ressources humaines pour répondre de manière satisfaisante aux besoins de nos populations. Uniques en Afrique de l'Ouest, ces centres vont également permettre de limiter, voire de réduire considérablement les évacuations des patients vers d'autres pays. Pour soigner les maladies du sang, la greffe de moelle osseuse est l'un des traitements efficaces les plus précis. Près de 80% des greffes de moelle osseuse sont réalisées pour traiter certaines formes de cancer, notamment les leucémies. À l'absence de la greffe de moelle osseuse, beaucoup de patients atteints de cancer, comme les leucémies aiguës, meurent car n'ayant pas les moyens d'une prise en charge à l'étranger. L'ambition du chef de l'État est de réduire la fracture sanitaire avec l'unité de procréation médicalement assistée, sans heurter nos traditions et nos cultures. Les familles disloquées ou vivant des drames pour cause d'infertilité et dont les foyers ressentent l'absence d'enfants pourront ainsi retrouver le sourire. L'infertilité du couple est reconnue par l'Organisation mondiale de la santé au même titre que les autres pathologies, comme une maladie et un problème de santé publique. La mise en place de cette unité de PMA dans le système public
permettra aux couples sénégalais légalement mariés et atteints d'infertilité d'accéder aux techniques d'assistance médicale à la procréation. Le gouvernement, à travers mon département, met tout en œuvre pour que les services offerts par l'hôpital de Lal Diam correspondent à ceux d'un établissement public de santé de niveau 4. C'est un défi que nous pouvons relever. La procréation médicalement assistée est une technique médicale pour venir à bout des problèmes d'infertilité reconnue comme une maladie par l'OMS. Le taux de prévalence a atteint les 15%. Ici au Sénégal, la PMA est encadrée par une loi selon le prof Philippe Morera, chef service gynéco de Dalal Diam. Plus de détails avec Elhadj Moussa Thiam. L'infertilité est un véritable drame social. Elle est considérée comme une maladie par l'OMS avec un taux de prévalence de 15% selon le professeur Philippe Morera, gynécologue obstétricien et chef de service gynéco de l'hôpital de Lal Diam de Guédiawaye. Quand une maladie, comme je l'ai dit, atteint 15% en termes de prévalence, elle dépasse largement certaines maladies que vous connaissez tous, qui font même l'objet de programmes spécifiques. Donc pour vous dire, mais comme c'est quelque chose qui entraîne une souffrance silencieuse, c'est pour cela qu'elle n'est pas aussi connue. Mais c'est un véritable drame qui se joue. Il faut savoir que c'est une prestation pluridisciplinaire entre le gynécologue, le biologiste, mais aussi même le psychologue et voire le psychiatre. Le Sénégal sera le premier pays africain de l'Ouest à se doter de l'unité de la procréation médicalement assistée. Le professeur Moreras explique. La procréation médicalement assistée est l'ensemble des techniques médicales qui vont permettre à des couples qui font face à un problème d'infertilité, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à avoir des enfants au bout d'un an de mariage avec une cohabitation régulière, sans utilisation de contraception et bien sûr, ils n'arrivent pas à obtenir la grossesse désirée. À partir des explorations qui ont été faites et qu'on puisse identifier la cause, que ce soit la cause masculine, féminine ou les deux, mixtes, ou alors parfois on ne retrouve pas d'étiologie, il s'avère que la procréation médicalement assistée peut être la seule solution après des tentatives de traitement purement médical ou purement chirurgical. Cette technique médicale a toujours été du domaine du privé. L'État du Sénégal veut renverser leur tendance pour la rendre accessible. Pour le moment, les seules procréations médicalement assistées qui sont effectuées, si on prend l'exemple du Sénégal, se font dans le cadre strictement privé. Mais nous avons pensé que de par notre mission, nous devons quand même rendre accessible la médecine dans des soucis d'équité. Ce projet a fait l'objet de polémiques au niveau social. Le professeur Morera rassure en évoquant une loi qui l'encadre. Donc le cadre réglementaire juridique est là, qui tient compte de nos valeurs sociales. Parce que je viens de dire qu'il s'agit d'offrir cette technique à des couples légalement mariés. Et quand on dit couple, dans notre entendement, c'est un homme et une femme. Donc je pense que de ce point de vue-là, le cadre est très clair, le chemin est bien balisé et les garde-fous sont là. L'hôpital de Lal Diam de Guédiawaye a abrité la cérémonie de pose de première pierre de construction de 2 projets. Il s'agit de l'unité de la procréation médicalement assistée et de l'unité de la greffe moelle osseuse. Guédiawaye, Elhadj Moussa Thiam pour Radio Sud FM. Elhadj Moussa Thiam, je vous le disais en titre, le bureau du syndicat national des travailleurs du secteur du pétrole et du gaz décrète 72 heures de grève pour la reprise des négociations en vue de la signature de la nouvelle convention collective. Cependant, les travailleurs ont affiché leur désaccord avec les membres du bureau et exigent le durcissement de ton face au dilatoire du patronat. La masse exige une grève illimitée pour la signature ici et maintenant de la convention. Amadou Moustapha Dia. Une conférence de presse aux paroles facilement inflammables avec le syndicat des travailleurs du pétrole et du gaz. Ces travailleurs brûlent de colère et de frustration face au dilatoire du patronat du sous-secteur du transport des hydrocarbures qui refuse de signer la nouvelle convention collective. Face à l'incompréhension avec leur leader, ils déversent leur frustration sur ces derniers et exigent le durcissement du ton. S'il vous plaît. Les gars, s'il vous plaît. La masse, contrairement au bureau,
n'entend pas aller en grève pour seulement ramener le patronat à la table de négociation, mais pour signer ici et maintenant la convention ou rien. Une convention qui est bloquée par les questions à incidence financière. Indemnité de logement, on a 40 000, il y a 40 000, 80 000. Retraite complémentaire, indemnité de naissance, il y a 100 000 francs. Indemnité de décès, il y a 200 000 francs. Popotu chauffeur, manam sen lek, sen nan, ak fuñuy fanan bu ñuy démé ci àll bi, ñu ciy laaj 15 000 francs. Ak prime de risque, amone 45 000, ñu laaj 45 000 encore. Ces travailleurs du pétrole et du gaz aux humeurs très inflammables et explosives qui déclenchent une grève de 3 jours renouvelable si le patronat et l'État ne réagissent pas. Et pour cette fois-ci, gare aux défaillants. Amadou Moustapha Dian, le département de Bakel dit être également oublié par le gouvernement du Sénégal. La localité manque de plusieurs infrastructures. Depuis des années, le mouvement La Grande Marche Citoyenne de Bakel interpelle le gouvernement pour mettre fin à ce calvaire. Il a fait face à la presse ce mardi. Compte rendu Odile Miglan. Le département de Bakel souffre de tout. Selon le mouvement La Grande Marche Citoyenne de Bakel, Souleymane Dembélé en est le président. Le manque d'infrastructures routières, les infrastructures sanitaires. Le département de Bakel compte plus de 200 000 habitants et n'a aucun centre de santé. Aucun projet agricole viable n'a été fait. Bakel manque de centres socioculturels. Le manque de personnel enseignant. Le chômage des jeunes. Les jeunes n'ont reçu aucun financement. Les forces de l'ordre qui sont chargées de maintenir la sécurité sont insuffisantes. La semaine dernière, la ville de Bakel et ses alentours sont restés 5 jours sans eau. Tout ce que le département de Bakel possède en ce moment comme bien vient des populations. Sur un échantillon de 12 localités sur les 300 que constitue le département de Bakel, on dénombre 55 édifices qui ont été réalisés par les populations elles-mêmes. Sur ces 55 localités, on dénombre 15 écoles, 7 collèges, 2 lycées, 15 postes de santé, un centre de santé, 11 bureaux de poste, une maison d'accueil, un centre d'enfouissement des déchets et 2 postes de gendarmerie qui ont été construits par les populations, particulièrement ceux de la diaspora. Le mouvement La Grande Marche Citoyenne de Bakel dénonce la nouvelle appellation de la place de l'indépendance. Rebaptisée place Macky Sall. Nous rappelons au maire et son conseil municipal que cette place est une place historique et symbolique pour la population de Bakel. Une place qui symbolise les affrontements entre le royaume du Galam et les forces françaises. Cette attitude du maire est un manque de respect vis-à-vis de la population. Le mouvement La Grande Marche Citoyenne de Bakel demande au gouvernement de mettre fin à ce calvaire que vivent les populations depuis l'ère Senghor. Sud FM, un réseau au service des citoyens. La journée nationale des talibés célébrée ce mardi, 5330 enfants ont été retirés de la rue entre avril 2020 et novembre 2020, dont les 350 retournés dans leur famille. 358 enfants ont été retirés depuis le début de l'année. Les chiffres sont du directeur de la promotion des droits et de la protection des enfants, Nyoro Baye Diouf. Une journée nationale des talibés célébrée, une occasion pour l'association des maîtres coraniques de plaider pour la tenue des assises nationales sur le phénomène des talibés. Par ailleurs, l'association encourage, salue la politique de retrait des enfants de la rue. D'ailleurs, entre avril 2020 et novembre 2020, je vous le disais, 5330 enfants ont été retirés de la rue. Abdoulaye Diop. Plus de 5000 enfants ont été retirés de la rue depuis le début de l'opération, selon le directeur de la promotion des droits et de la protection des enfants, Nyoro Baye Diouf. Entre le mois d'avril 2020 et le mois de novembre, nous avons retiré 5330 enfants, dont les 3500 ont été retournés dans leur famille. Entre le mois de janvier et maintenant, nous en sommes à 398 enfants retirés. Les 53 ont été retournés dans leur pays d'origine, notamment
notamment République de Guinée et en Guinée-Bissau, en Gambie également. Sur le retrait dû au Covid-19, le programme se poursuit, mais est circonscrit dans la région de Dakar. Nous entamons le deuxième trimestre. Et ce retrait est accompagné par une réinsertion socio-économique et sociale. Donc, c'est un programme qui est inscrit dans le PAP 2A et qui nous permet de manière très durable de suivre les enfants, de retirer, d'assurer aussi l'autonomisation des daras. L'association des maîtres coraniques salue le programme de retrait des enfants, mais souhaite la tenue des assises nationales pour une solution définitive. Adama Seck est le secrétaire général. Ce que nous suggérons, c'est convoquer des assises sur la problématique des daras, des assises nationales. Pourquoi pas un conseil présidentiel, surtout dédié à ce phénomène vraiment de la mendicité pour essayer de régler ces problèmes-là, donc de manière définitive. La journée nationale des talibés est célébrée dans un contexte où les acteurs attendent toujours le vote de la loi sur le statut des daras. Abdoulaye Diop à Louga, les daras poussent comme des champignons à Louga. Les écoles coraniques traditionnelles sont côtoyées par de nombreux daras flottants. Koki reste une référence en matière de daras moderne. Lamine Gueye Saman. Louga, terre de culture, mais aussi terre de culte. L'apprentissage du Saint-Coran, une vieille tradition dans toutes les zones du Ndiambour. Ici, dans tous les quartiers, existent des daras. Force est cependant de constater qu'à côté des daras traditionnels, Kër Sokhna Astou, Dara Kër Serigne Danbake, ceux de Serigne Abbasal, de Ali Wungom et de Ndiagambaye, qui sont des internats ou semi-internats, là où les talibés bénéficient de conditions acceptables d'études, existe une crielle de daras flottants. Si dans les premiers cités, les apprenants ne connaissent pas la mendicité, chez les seconds, les talibés passent l'essentiel du temps dans les rues, dans les marchés, les gares routières. Le retrait des enfants de la rue entrepris par l'État n'a pas encore donné les effets escomptés. Certains talibés dorment encore à la belle étoile sur les trottoirs, sur des nattes de fortune, dans les couloirs des boulangeries, entre autres milieux. D'autres subissent des sévices dans leur milieu d'apprentissage. Lors de la dernière session des chambres criminelles, un marabout d'un dara du quartier Tchorna a été condamné à 10 ans de travaux forcés plus une amende de 10 millions de francs CFA pour coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort d'un môme. Pourtant, de ce dara est sorti le lauréat du dernier concours national de récital de Coran. Les souvenirs de ces talibés de Ndiagne enchaînés et torturés sont encore vivaces dans les esprits. L'exemple type de dara moderne qui doit faire tache d'huile dans tout le pays est à voir du côté de Koki. Le célèbre institut islamique Ahmed Sahir Lo de Koki, fondé en 1939, qui accueille aujourd'hui plus de 4000 apprenants venus de tous les coins du pays et de la sous-région. Ici, les talibés ne mendient pas, ne payent pas, ils sont logés, nourris et soignés. Après avoir mémorisé le Coran, ils disposent même d'un lycée franco-arabe qui leur permet de poursuivre leurs études jusqu'au baccalauréat. Lamine Gueye Saman, Louga, Sud FM. Lamine Gueye Saman, la journée nationale des talibés est célébrée ce mardi, une occasion saisie par l'association d'orientation islamique et de mémorisation du Saint-Coran d'exiger un assainissement du secteur, le recrutement de maîtres coraniques dans la fonction publique, entre autres engagements que l'État n'a pas respectés. Face à la presse, pour marquer la journée du talibé ou des talibés, les maîtres coraniques exigent plus de considération pour mener à bien leur mission de service public. Moussa Fania est secrétaire administratif de l'association. La SOAMEC exige de l'État l'assainissement du sous-secteur des daras. On ne peut plus accepter que n'importe quel individu avec 2 ou 3 enfants se réclame maître coranique. Cela permettra d'éviter les nombreuses dérives de personnes souvent étrangères à l'enseignement coranique. La réglementation est devenue une nécessité. Le recrutement de Serigne Dara du public est une obligation pour résorber le chômage et démocratiser les offres en matière d'éducation. On ne peut pas comprendre le recrutement d'un nombre important d'enseignants et de professeurs tandis que les maîtres coraniques sont laissés en rade. L'érection de Dara moderne doit s'allier à la formation d'enseignants du Coran plus à même de dispenser cette matière. La formation des Serigne Dara est une exigence. Des formations de 3 mois, des séminaires ou des ateliers de partage sont les bienvenus pour réussir à instruire, éduquer et former
cette jeunesse qui a opté pour l'éducation religieuse. Concernant la mendicité, Aswamek réaffirme que la place de l'enfant n'est pas dans la rue. Nous réclamons la fin de la mendicité, mais il y a un grand mais. Il faut des mesures d'accompagnement pouvant permettre à ceux qui pratiquent cela de garder les talibés dans les daras. Il faut aussi les doter de métiers comme l'agriculture ou l'élevage dans les zones rurales ou des métiers artisanaux et technologiques. L'ordinateur doit entrer de plein pied dans les daras. Les daras étant un pan important de l'éducation non formelle, l'État doit penser à les subventionner pour leur permettre de mener à bien leur mission de service public. Où en est-on avec le projet de loi sur les daras? Maintes choses que nous réclamons, Urbi et Orbi, ont été prises en charge par le projet de loi. Sa promulgation permettrait de doter le sous-secteur d'un cadre juridique. S'il y a des entraves, nous demandons à l'État de communiquer sur le projet pour lever toute équivoque. Aswame souhaite l'érection de l'inspection des daras en direction avec l'accroissement des responsabilités, des moyens, du personnel pour mieux prendre en charge les préoccupations de cette frange importante que constituent les écoles coraniques. Comment mieux faire connaître les systèmes électoraux et les mécanismes de communication responsables pour promouvoir la citoyenneté active? La question a été au centre d'un atelier de formation de 3 jours à l'intention de 30 jeunes de la région de Sédhiou. L'utilisation des plateformes digitales, risques et opportunités sont aussi passés au crible par les participants. La correspondance de Moussa Dramé. Cette session de formation de 3 jours est co-organisée par la Maison des citoyens de Kolda et Frédéric Naumann Foundation for Freedom en partenariat avec Green Sédhiou. Elle a réuni 30 jeunes acteurs de la scène politique et leaders d'opinion autour des questions du processus électoral, de communication politique, de maîtrise des données fondamentales et la création de coalitions. Fossar Dabo, membre de Green Sédhiou, explique. 30 personnes comme participants à cette formation. Les participants donc, de cette formation sont des jeunes, des femmes, leaders politiques, différents partis politiques, que ce soit au pouvoir et l'opposition. Parce qu'aujourd'hui, au Sénégal, quand on étudie, par exemple, on regarde, on voit que la population du Sénégal est à 70% de jeunes. On a demandé à ce que donc, les participants viennent, qu'ils soient des leaders politiciens, pour qu'au moins qu'on puisse ensemble rehausser. L'un des formateurs, Moujibou Rahman Baldé, expert en création de coalitions et partenariats stratégiques, a quant à lui insisté sur la conduite citoyenne à maîtriser. Comment s'organiser, comment former les militants pour qu'ils soient prêts à affronter l'élection. Aussi, comme connaître aussi le système électoral sénégalais qui est lié notamment aux listes proportionnelles, aux listes majoritaires, intégrées dans les instances de décision. La communication politique, comment avoir une communication responsable. Parce qu'on sait avec l'avènement des nouvelles technologies, de l'information et de la communication, en un clic, on peut brûler un pays. Au nom des participants à cette session de formation, Mamadou Lamine Biaye, le coordinateur départemental du Grand Parti à Sédhiou, souligne la valeur ajoutée. Oui, c'est une attente et puis ça sonne à son heure parce que nous sommes des jeunes leaders au niveau du département. Ça contribue à notre formation parce que nous portons un espoir, donc il nous faut être formés pour pouvoir répondre aux attentes des populations. Au cours des échanges, il est ressorti la nécessité d'organiser de pareilles sessions de renforcement de capacités pour mieux asseoir la culture politique dans le vrai sens de la construction d'une cité et non de se donner un spectacle lors des joutes électorales. Moussa Dramé, Sédhiou, Sud FM. Moussa Dramé, ouverture ce mardi à Saint-Louis d'un atelier de 3 jours consacré à la pré-validation de l'étude de faisabilité de l'Agropole Nord et de validation du rapport de démarrage de l'ONIDI. Il s'agira pour les acteurs des régions de Saint-Louis, Louga et Matam de valider les données collectées sur les différents maillons des chaînes de valeur. Pour le coordonnateur national du programme Pays ONIDI Sénégal, le pays doit relever le défi de la transformation de ses produits pour créer de la valeur ajoutée et générer des emplois. La correspondance de Yves Tenet. L'objectif de cet atelier, c'était de valider les données collectées dans le cadre des études de faisabilité de l'Agropole Nord, mais aussi le processus de sa structuration. Elhadji Djilimbey Lo est le coordonnateur national du projet Agropole. Le projet Agropole entre dans les grands projets du Sénégal émergent et on a retenu d'avoir une méthode de structuration particulière dans la mise en œuvre de ces projets. Donc il nous a paru nécessaire à la suite, parce que les études de préfaisabilité ont commencé avec l'ONIDI depuis 2015. Donc nous avons ensuite fait les termes de référence, nous avons fait les études de faisabilité de l'Agropole Sud en 2018 et il nous paraissait opportun au moment de passer à l'Agropole Nord de revoir ces termes de référence compte tenu de la spécificité de la zone Nord mais de la présence également de grands groupes agro-industriels qui existent dans la zone. Un projet à travers lequel le Sénégal devra relever le défi de la transformation des produits locaux afin de créer de l'emploi et de la valeur ajoutée, de l'avis de Malik Sy, coordonnateur national du programme Pays ONIDI Sénégal. Nous produisons énormément de produits
que nous pouvons transformer et les consommer. Mais malheureusement, nous sommes en train de consommer la mangue que nous exportons en frais, alors que nous le produisons et nous importons des jus de mangue. Par exemple, nous importons énormément de chips alors que nous produisons ici de la pomme de terre. Donc l'idée, c'est de transformer sur l'ensemble du territoire national nos produits primaires pour garder la valeur ajoutée ici. Donc l'objectif, c'est vraiment travailler sur toute la chaîne de valeur pour créer de la valeur, créer des emplois et résoudre la problématique de l'emploi et enrichir le Sénégal sur cette base-là. Malick Sy de renseigner aussi sur la période de démarrage des activités de cet agropôle Nord. L'agropôle Nord, c'est quand même dans un horizon de 1 an et demi à 2 ans, parce que rien que les études vont quand même prendre un peu de temps. Ensuite, la deuxième étape, c'est la construction, les constructions, aussi bien des routes, des bâtiments, etc. Toutes les connexions à faire, les VRD, quand même, c'est de gros investissements. Saint-Louis, Yves Tendeng, Sud FM. Yves Tendeng, la vacance du pouvoir n'aura pas lieu au Tchad. Il faudra désormais retenir son nom. Mahamad Idriss Déby, âgé de 30 ans, actuel président du Tchad, il a été porté à la tête du conseil militaire aussitôt après la mort de Idriss Déby. Qui est véritablement Mahamad Idriss Déby? Réponse avec Bayou Marguerite. Oui, il faut retenir que la disparition brutale de Déby a propulsé Mahamad Idriss Déby au devant de la scène, même si ce n'était pas dans les schémas de son père qui avait créé le poste de vice-président en novembre 2019 et voulait nommer son fils Abdelkerim Idriss Déby actuel directeur de cabinet de son père. Il est évident, et surtout, que ce choix porté sur ce jeune homme, pas très au fait des questions étatiques, a été approuvé par la France eu égard au communiqué du Quai d'Orsay. La mort de Déby est une vacance et par conséquent c'est le président de l'Assemblée nationale Haroun Kabadi qui devait assurer la vacance et organiser du coup les nouvelles élections. Ce coup d'état militaire organisé par le fils, si l'on veut, risque de ne pas obtenir l'assentiment des autres fils et membres du clan installés dans l'appareil militaire et contrôlant les secteurs économiques du pays, à savoir le fils aîné de Déby, Zakaria, ambassadeur à Abu Dhabi, Abdelkerim est directeur de cabinet civil, parmi les plus en vue ayant déjà affiché les ambitions de succession, sans compter que les rebelles du FAC qui ont mis fin au règne de Déby ont été bloqués par des manœuvres françaises pour retarder leur entrée dans la ville et finalement un autre schéma a permis l'ascension du fils. Autrement dit, Aïssatou, le nouveau président du CMT devra assurer sa propre sécurité tout d'abord au sein d'un clan auquel il n'appartient pas et qui va difficilement l'accepter. Baye Omar Gueye, mais au fond, qui est-il réellement, Mahamad Idriss Déby? Oui, Mahamad Idriss Déby, Aïssatou, il est un jeune soldat de l'armée tchadienne. Son nom, Kaka, révèle qu'il est un enfant naturel. Mahamad, fils de sa grand-mère, c'est une parenthèse là. Son père était un homme brave qui était dans l'armée tchadienne et a fait la guerre avec la Libye. Il est décédé dans un accident de circulation. Il est détenu Goran et pas Zakawa comme Idriss Déby. Idriss Déby l'a rencontré par hasard en visitant une caserne car il est le portrait caché de son défunt père. Il lui propose de l'adopter et il en fait son fils. D'adjudant, il en a fait un général et le met à la tête de la garde présidentielle. Il a fait une brève formation aux États-Unis. Il est envoyé à la tête du contingent tchadien au Mali. C'est un bon militaire, il faut le dire, qui a du courage également et qui a surtout le sens du commandement. Bayou Marguerite, aux États-Unis, l'ex-policier Derek Chauvin déclaré coupable du meurtre de George Floyd. L'Amérique retenait son souffle. Le jury a tranché. L'ex-policier blanc de Minneapolis, Derek Chauvin, 45 ans, a été jugé coupable mardi 20 avril du meurtre de George Floyd, un Afro-Américain qu'il avait interpellé en mai 2020 avec 3 autres agents pour une infraction mineure. Le juge est finalement tombé d'accord avec le président américain Joe Biden. Ce dernier avait estimé un peu plus tôt dans la journée mardi que les preuves présentées lors du procès étaient accablantes.
Un peu de sport avant de boucler ce journal. Le ministre des Sports, Matar Ba, préconise un changement de paradigme et des approches novatrices pour amener les activités sportives à contribuer au développement économique et social. Le ministre s'exprimait ce mardi à Saly Portudal, où il présidait le démarrage officiel des travaux du congrès continental de l'organisation du sport travailliste africain qui se tient jusqu'à lundi prochain à Mour. Voici Matar Ba au micro de Moustapha Sall. Mais il faut se réjouir de cette organisation et de la tenue de ce congrès ici au Sénégal. Nous l'avons dit dans notre discours, le Sénégal est un pays de teranga et qui a l'habitude d'accueillir ces rencontres internationales. Aujourd'hui, nous parlons du sport travailliste qui a besoin d'énergie, qui a besoin d'un accompagnement beaucoup plus appuyé. Et nous avons des Sénégalais qui ont travaillé avec leurs pairs africains et qui ont bénéficié de la confiance de nos amis africains. C'est pourquoi la tenue de cette réunion ici à Dakar est extrêmement importante pour l'État du Sénégal. Nous sommes venus au nom du chef de l'État, le président Macky Sall, manifester notre gratitude, mais aussi la détermination du Sénégal à accompagner tous les sports, notamment les sports travaillistes. Tout en sachant que le milieu administratif, le milieu du travail, a besoin aussi d'un levier sur lequel s'appuyer pour que la concurrence ne soit pas dénaturée et que les bonnes relations puissent prendre le dessus sur tout. Donc il mérite tout et nous avons bien écouté le président africain, le président du Congrès, et qui aujourd'hui de la Fédération africaine, qui nous a manifesté aussi tout le respect qu'ils ont pour notre pays. Et c'était extrêmement important. Donc comme je l'ai dit aussi à la fin de mon discours, le Sénégal attend les conclusions de ce congrès parce que c'est un organe décisionnel très fort. Nous attendons en tout cas ces décisions pour pouvoir l'adapter au Sénégal et mieux être aux côtés de notre fédération des sports travaillistes. Mais le président Macky Sall l'a dit depuis 2018 quand il s'est agi d'aller au niveau de Buenos Aires et nous avons été acclamés par le monde olympique. Et le président avait dit le Sénégal prend ses Jeux olympiques au nom de l'Afrique. Donc, étant panafricain, tout le monde sait que le président Macky Sall se bat tous les jours pour l'unité africaine. Et c'est pourquoi nous avons invité non seulement les sports travaillistes, mais nous avons invité l'ensemble des Africains qui pourraient contribuer à accompagner le Sénégal dans cette belle organisation, parce que relever ces défis-là, c'est pour le Sénégal, mais c'est pour l'Afrique. Sport au football, Manchester City a indiqué ce 20 avril 2020 qu'il a formellement entamé les procédures de retrait du groupe qui élabore des plans pour une Super Ligue européenne. L'équipe anglaise de football est le premier des 12 clubs fondateurs de la Super League à confirmer son retrait de ce projet controversé de compétition, nous dit la RFI. 22h33 sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sen Radio et nous accueillons votre rubrique Info Santé avec Josette Kelly. Yotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous offre votre journal de la santé. Bonjour professeur Abdounian. Bonjour madame. Vous êtes néphrologue et vous venez d'être élu à la présidence de la commission dialyse de la Société internationale de néphrologie. Avec cette élection, quels sont les objectifs qui vous ont été assignés? C'est surtout prendre en compte les préoccupations des pays à revenus faibles et intermédiaires. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, il y a 3 millions de personnes qui sont dialysées dans le monde. Et imaginez, il y a moins de 10% de cette population qui se trouve dans les pays en développement. Parce que, comme on le sait, la technologie est une technologie coûteuse. Ça fait partie de ce qu'on appelle les maladies à soins coûteux. Et nous en savons quelque chose au Sénégal. Et malheureusement aussi, la maladie rénale ne cesse de progresser dans le monde, surtout dans ces pays-là. Actuellement, 750 millions de personnes souffrent dans le monde de cette maladie. Et donc, il y a toute une stratégie pour permettre une meilleure accessibilité donc des populations de ces pays à la dialyse. Justement, professeur, comment comptez-vous faire pour éviter les décès liés aux lésions aiguës dans le monde d'ici 2025? C'est un gros challenge. D'abord, il faudra certainement s'appuyer sur la prévention parce que vu le nombre de patients qui arrivent au stade terminal de la maladie et
qui a besoin de dialyse dans nos pays, il faudra absolument réduire ce nombre pour pouvoir être efficace. Je vous donne un exemple. Au Sénégal, nous soignons moins de 1000 malades en dialyse, alors que chaque année, il y a au moins 1000 à 2000 nouveaux cas qui ont besoin de dialyse. Et donc, nécessairement, en travaillant sur la prévention, nous allons réduire le nombre de patients qui aura besoin de dialyse. Le deuxième élément stratégique, ce sera aussi de pouvoir participer à l'invention et à la mise en place de machines de dialyse à bas coût. Et aujourd'hui, on est en train de former une alliance dans le monde pour trouver les moyens d'avoir une dialyse accessible. Et ceci a été fait dans d'autres technologies comme les véhicules, etc. Et pourquoi pas, dans le monde de la dialyse, trouver donc des outils capables de répondre aux exigences des populations des pays en développement sans pouvoir coûter des budgets qui sont insupportables pour les économies de ces pays-là. Professeur, quelle sera votre politique pour une bonne mobilisation des populations? Nous devons nous baser sur l'information, l'éducation et la communication. Il y a d'abord un important volet plaidoyer. Plaidoyer envers les autorités aussi, mais aussi envers les populations. Pour que d'abord qu'on comprenne les enjeux des prochaines années, mais surtout aussi que nous puissions établir ensemble le plan d'action pour y arriver. Je vous remercie, professeur Abdounian. Merci beaucoup, madame. Je rappelle que vous venez d'être élu à la présidence de la commission dialyse de la Société internationale de néphrologie. Merci beaucoup. C'est la fin. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain pour un nouveau numéro de Info Santé. Yotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous a offert votre journal de la santé. Aïssatou Gueiba. 22h37, c'est la fin de ce journal. Le rappel des titres. Collision mortelle entre un camion et un bus de transport en commun survenu à la sortie du village de Nyongolor. Le bilan est lourd, 6 morts, 45 blessés dont 7 dans un état grave recensé. Le bureau du syndicat national des travailleurs du secteur du pétrole et du gaz décrète 72 heures de grève pour la reprise des négociations en vue de la signature de la nouvelle convention collective. Journée mondiale des talibés célébrée ce mardi. Environ 5330 enfants ont été retirés de la rue entre avril 2020 et novembre 2020. Les 350 retournés dans leur famille. À l'occasion de cette journée, l'association d'orientation islamique et de mémorisation du Coran exige un assainissement du secteur, le recrutement des maîtres coraniques dans la fonction publique. Aux États-Unis, l'ex-policier Derek Chauvin déclaré coupable du meurtre de George Floyd. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci également à Papa Abdoulaye Diaye qui en a assuré la mise en onde. Ne bougez pas, restez sur nos ondes dans un instant. Votre rubrique Sud Éducation avec Mariam et Aïda.